Le 12 juin, SpaceX est entrée en bourse à 135 $ l'action. Quelques semaines plus tard, elle valait 225 $. Ce matin, elle en vaut 114. Mardi soir, l'entreprise a publié ses tout premiers résultats trimestriels. 7,81 milliards de dollars de chiffre d'affaires, c'est 92% de plus qu'il y a un an, donc au-dessus des attentes. 3 divisions du groupe ont fait mieux que prévu. Et pourtant, l'action a perdu 8% dans la foulée. Voilà le chiffre que personne ne regarde. Chez SpaceX, il y a 638 millions d'actions en bourse qui circulent vraiment. C'est celle que vous et moi, on peut acheter. Hier, c'est 911 millions d'actions de plus qui sont devenues vendables. Tout ça en une seule journée. Et hier, l'action a gagné 6,14%. Dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi les 4 prochains mois de l'action ne dépendent pas du tout de ce que va faire l'entreprise. Et on va voir aussi ce que la séance d'hier vient déjà de nous apprendre. Première chose, et presque personne ne l'a en tête. SpaceX, elle publie ses comptes en 3 divisions. Donc Space, c'est les fusées, lancer des satellites pour l'armée américaine, pour la NASA, pour des clients privés. Connectivity, c'est Starlink, donc c'est l'internet par satellite qui est vendu à des particuliers et à des entreprises. AI, c'est l'intelligence artificielle. Ça regroupe xAI qui développe le modèle Grok, la plateforme X, l'ancien Twitter, et la location de puissance de calcul à d'autres entreprises. Voilà comment se répartit le chiffre d'affaires du trimestre. Les fusées, 962 millions de dollars. Starlink, environ 4,3 milliards. L'intelligence artificielle, 2,56 milliards. Regardez bien parce que du coup les fusées, qui est l'activité pour laquelle tout le monde connaît cette entreprise, c'est à peine 12% du chiffre d'affaires. C'est la plus petite des trois. Et maintenant, qui gagne de l'argent? Si jamais on regarde le résultat opérationnel, c'est-à-dire qui reste une fois qu'on a payé les salaires, le matériel, le fonctionnement. Starlink, c'est 1,65 milliards de dollars de résultats positifs. Les fusées, c'est 542 millions de pertes. Et l'intelligence artificielle, c'est 1,25 milliard de pertes. Donc au total, le groupe y perd 143 millions de dollars sur son activité. Après impôt, la perte nette trimestrielle, elle monte à 541 millions de dollars. Donc c'est 2 fois moins que l'an dernier, ça s'améliore. On était au-dessus d'1 milliard. Mais retenez ça, c'est la phrase importante. Dans SpaceX, il y a exactement une activité rentable, elle s'appelle Starlink et elle vend de l'internet. Les fusées, ça perd de l'argent, l'intelligence artificielle, ça en perd 2 fois plus. Donc en fait, quand vous achetez cette action, vous achetez pas des fusées. Vous achetez un fournisseur d'accès internet qui finance des fusées et des serveurs avec sa marge. Ce genre de petits détails, c'est ce qui change tout et que personne ne dit, et ça on le traite tous les matins dans notre newsletter. Elle est gratuite et elle arrive dans votre boîte mail tous les jours avant l'ouverture des marchés. En 3 minutes, on vous explique ce qui a bougé, pourquoi et ce que ça change pour votre argent. C'est plus de 54 000 lecteurs qui la lisent tous les matins. Tout ça, c'est sur meroff.com et vous avez le lien juste en dessous. Et je vous le dis tout de suite parce que ça compte pour la suite. Sur SpaceX, on a publié une étude complète le 6 juillet, un mois avant les résultats. Le titre, c'était ce que vous voyez à l'écran. SpaceX vaut 2132 milliards en bourse, notre calcul dit 958. On y valorisait justement chaque activité séparément et notre verdict était très clair. Attendre. Surtout ne rien acheter au-dessus de 135 $. L'étude comprenait aussi le graphique du mur d'actions à venir, celui dont je vais vous parler dans 2 minutes, et tout ça un mois avant qu'il tombe. Le lien est dans la description et l'étude est sur meroff.com dans la partie recherche. Et si jamais ce genre de format ça vous plaît, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner. Maintenant, on va parler de Starlink. On va regarder cette machine d'un peu plus près parce que c'est quand même elle qui paye l'addition. 12 millions d'abonnés actifs à la fin du trimestre. Ils étaient 6 millions il y a un an, donc le nombre d'abonnés a doublé en 12 mois. Sur le seul deuxième trimestre, c'est 1,7 million d'abonnés net en plus. Net, c'est-à-dire ceux qui sont venus moins ceux qui sont partis. Le chiffre d'affaires de la division progresse de 66% sur un an à 4,3 milliards de dollars. Et il y a un détail que personne ne relève, mais il est hyper important. Le revenu moyen par abonné, il a baissé de 22% en un an. Autrement dit, il y a 2 fois plus de clients, mais chaque client rapporte 1/5 de moins. La raison, c'est que Starlink a ouvert dans des pays où le pouvoir d'achat est plus faible. Donc forcément, ils ont proposé des formules qui étaient moins chères pour aller chercher du volume. C'est pas du tout absurde, mais la croissance de Starlink, elle rapporte beaucoup moins par client. Et il y a une échéance hyper importante à retenir sur le produit. Starlink a annoncé une offre directement sur mobile pour fin 2027. Donc si elle arrive, ça concerne plus seulement SpaceX. Ça concerne Orange, Bouygues et tous les opérateurs télécoms de la planète. Maintenant, on va passer à la division qui fait mal. L'intelligence artificielle, elle a fait 2,56 milliards de dollars de chiffre d'affaires. On est sur une hausse de 247% en un an. C'est la croissance la plus rapide du groupe de très loin. Cette croissance, elle vient de nouveaux contrats de location de puissance de calcul. Et pourtant, la division, elle perd 1,26 milliard de dollars sur le trimestre. Voilà pourquoi. La puissance de calcul, ça se mesure en gigawatts. C'est comme une centrale électrique. 1 gigawatt, c'est à peu près la production d'un réacteur nucléaire. SpaceX, ils exploitent 1,4 gigawatts aujourd'hui et ils visent environ 10 gigawatts cumulés d'ici fin 2027. Donc ça veut dire quand même multiplier sa capacité par 7 en un an. Ça, évidemment, ça veut dire acheter des puces et construire des bâtiments avant d'encaisser le moindre client. Sur les puces, une annonce a fait vendre. SpaceX, ils utilisera exclusivement l'architecture Vera Rubin de Nvidia. Vous le connaissez, c'est le fabricant de puces sur lequel tourne l'intelligence artificielle mondiale. Exclusivement, je précise, ça veut dire un seul fournisseur. Donc ça veut dire aucun levier sur les prix et une dépendance totale au délai de livraison. Vous vous doutez bien que ça, le marché, il a pas aimé et c'est une des raisons de la baisse de mardi. Sur les projets, l'entreprise a annoncé aussi 2 choses pendant sa conférence. La première, ça va être de lancer des data centers en orbite dès 2027, évidemment avec ces mêmes puces Nvidia. L'idée, c'est de refroidir via le vide spatial et en plus d'alimenter au solaire en continu. La seconde, c'est le rachat de Cursor. C'est une jeune entreprise d'outils de programmation qui est assistée par intelligence artificielle pour une valeur de 60 milliards de dollars. Sur les modèles, le calendrier qui est annoncé est quand même assez serré. Grok 4.6 sous une semaine, Grok 4.7 dans 3 à 4 semaines et Grok 5 pour la fin d'année. Mais il y a un contrepoids que le marché a peu commenté et il est important. SpaceX annonce 14,1 milliards de dollars de contrats cloud déjà signés. Autrement dit, la fameuse puissance de calcul, elle est déjà vendue. Maintenant, il faut la livrer. Et la directrice des opérations a nommé les clients, c'est Google et Anthropic. Retenez bien ce ton à Anthropic, on va en reparler dans 2 minutes. Maintenant, le chiffre qui a déclenché la baisse. Sur ce seul trimestre, SpaceX a dépensé
dépensé 18,3 milliards de dollars juste en CAPEX. Ce qu'on appelle le CAPEX, c'est les investissements durables. C'est les bâtiments, les machines, les serveurs, les satellites. Ces 18,4 milliards, ils se répartissent comme ça. Les fusées, c'est 1,17 milliard, Starlink, 1,36 milliard, et l'intelligence artificielle, 15,8 milliards. Autrement dit, c'est 90% du CAPEX de SpaceX qui est parti dans l'intelligence artificielle. Donc dans les serveurs, pas dans les fusées. Deux comparaisons pour mesurer ça. L'entreprise, elle encaisse 7,81 milliards sur le trimestre et elle en dépense 18,4 en CAPEX. Donc en gros, elle a dépensé 2,4 fois ce qu'elle a encaissé. Et au trimestre précédent, ce CAPEX, il était de 10 milliards. Donc le truc a bondi de 82% en 3 mois. Personne n'avait ce rythme dans ses modèles. Sur 12 mois, ça donne un free cash flow négatif de 32,5 milliards de dollars. Le free cash flow, c'est ce qui reste vraiment dans la caisse une fois qu'absolument tout est payé. Et là, pour le coup, il en sort 32,5 milliards de plus qu'il n'en rentre. Donc est-ce que l'entreprise est en danger? Non, pas à court terme. Elle a environ 100 milliards de dollars de cash et de placement et environ 40 milliards de dettes. Donc si on fait le calcul, à 32,5 milliards par an, les 100 milliards, ils durent à peu près 3 ans. Et le rythme s'accélère. C'est ça la vraie question qui est posée aux actionnaires, c'est pas les fusées. Un mot quand même sur Starship parce que c'est ça qui intéresse tout le monde et c'est ça qui a occupé le gros du discours de la direction. Starship, c'est la très grande fusée réutilisable qui doit remplacer toutes les autres. Le vol numéro 14, il est prévu avant fin août et il est important pour deux raisons. Déjà, ça sera le premier vol orbital de Starship et ça sera surtout la première tentative de rattraper le vaisseau directement sur la tour de lancement. Sur le bouclier thermique, qui est quand même le problème numéro 1 depuis des années, Elon Musk a dit ceci pendant le discours des résultats et je cite: "Je veux pas porter la poisse, mais je pense qu'on peut considérer le problème de bouclier thermique comme résolu." Pour ça, il s'appuie sur le dernier vol. Sur environ 18 000 tuiles, la grande majorité était toujours en place. Et surtout, les manquantes se comptaient sur les doigts d'une main. Un truc à noter quand même, les experts qui sont cités par Bloomberg pensent que ce bouclier ne tiendra pas la cadence hyper rapprochée. L'objectif affiché par la direction, il est pourtant d'un vol par mois. Donc c'est spectaculaire, mais c'est aussi pour l'instant la division qui perd 542 millions de dollars par trimestre. Donc le marché applaudit, mais ne paye pas. Maintenant, on ouvre le vrai sujet. J'ai regardé ce qui se dit en français sur SpaceX cette semaine et personne n'en parle. Quand une entreprise entre en bourse, les investisseurs historiques, ils peuvent pas vendre tout de suite. Là, je parle des salariés, des fonds d'investissement, des fondateurs. Ils sont bloqués par un engagement, par une période de blocage. En général, c'est 6 mois. Ça existe pour une simple raison. Ces gens-là, ils détiennent leurs actions depuis des années, bien avant l'entrée en bourse. Sans blocage, autant vous dire que les mecs vendraient tout le premier matin et que le cours de l'action s'effondrerait. Donc le blocage, il est là pour protéger ceux qui achètent le jour de l'introduction. Mais par contre, il va pas les protéger sur le temps qui dure. Et chez SpaceX, ce temps-là, il a commencé à s'écouler hier. SpaceX n'a pas fait un blocage classique en une fois. L'entreprise a construit un calendrier en 9 étapes qui sont étalées dans le temps, justement pour éviter ce déversement d'un seul coup. Étape 1, c'était le 6 août, hier, juste après les résultats. 911,5 millions d'actions devenues vendables, environ 20% du bloc. Au cours d'hier, ça fait à peu près 105 milliards de dollars. Maintenant, comparé avec le flottant. Le flottant, c'est le nombre d'actions qui circulent vraiment en bourse, c'est celle que vous et moi on peut acheter. Le reste, ça appartient à des gens qui ne vendent pas. Chez SpaceX, le flottant, il est de 638 millions d'actions. Ça a une valorisation environ de 73 milliards de dollars. Donc ce qui a été libéré hier, ça représente quand même jusqu'à 1,4 fois tout ce qui a été en circulation jusqu'ici. Dit autrement, avant-hier, il y avait 4,9% du capital de SpaceX qui circulait en bourse. Depuis hier, c'est 11,8%. Et c'est qu'une étape sur les 9. Ensuite, ça va se faire par tranche d'environ 7%, à 70, 90, 105, 120 et 135 jours après l'introduction. En clair, de fin août à fin octobre. Puis, après les résultats du troisième trimestre en novembre, ça va être 28% d'un coup. 1,3 milliard d'actions. C'est la plus grosse tranche du calendrier. Et le 8 décembre, le blocage de 180 jours se termine complètement. Au total, ce bloc qui pèse environ 4,6 milliards d'actions. Face à un flottant à 638 millions, c'est 7 fois ce qui circule aujourd'hui. Donc retenez bien cette date, le 8 décembre. Elon Musk, lui, il détient 6,4 milliards d'actions. Lui, il est bloqué plus longtemps que tout le monde, jusqu'au 12 juin 2027. Maintenant, si on additionne Musk et les investisseurs à blocage étendu, ça représente plus de 63% de tout ce qui existait avant l'introduction en bourse. Une précision honnête, je veux pas vous vendre de la peur. Libéré, ça veut pas dire forcément vendu. Et ce calendrier, il vaut beaucoup mieux qu'un blocage classique, qui aurait du coup libéré 4,6 milliards d'actions en décembre. Mais ça veut dire aussi que la pression ne retombe jamais complètement d'ici là. Le dernier chiffre, et il est parlant. 165 millions d'actions SpaceX sont vendues à découvert aujourd'hui. Vendre à découvert, c'est vendre une action qu'on ne possède pas. En fait, on parie qu'elle va baisser pour la racheter moins cher, et on encaisse la différence. 165 millions sur un flottant à 638 millions, ça fait quand même un quart du flottant qui parie contre l'entreprise. Donc voilà ce que SpaceX encaisse, c'est pas un problème industriel, c'est un problème d'offre et de demande sur les actions elles-mêmes. Et maintenant, le fait de la semaine, celui que j'attendais en écrivant cette vidéo. Hier, le jour du déblocage, il s'est échangé 201 millions d'actions SpaceX. Le volume moyen des 20 dernières séances est de 86 millions. On a donc échangé 2,4 fois le volume normal. En une journée, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est presque un tiers du flottant qui a changé de main. Et le cours a fini en hausse de 6,14% à 114,92 $. Mesurez quand même ce que ça veut dire. 911 millions d'un coup deviennent vendables, le volume explose, le prix monte. Ça veut pas dire que personne n'a vendu. Ça veut dire que tout ce qui a été vendu a trouvé preneur et il en restait pour faire monter le prix. En langage de marché, ça s'appelle une absorption. Donc cette première marche, elle a été absorbée. Et les professionnels ne sont pas d'accord entre eux, ce qui est en soi une information. Chez Morningstar et Bank of America, on penche pour la version vendeuse. Les détenteurs ont payé leurs actions très peu cher et ça va peser. Chez JP Morgan, par exemple, on dit l'inverse. Le marché s'est déjà largement positionné à l'avance sur cette échéance. Et chez Morgan Stanley et Adam Jones, on est à l'opposé complet. Surpondéré, objectif 300 $, et il parle d'un point d'entrée attractif sur les prix actuels. Pour situer, le consensus de 35 analystes est à 242 $ et l'action est à
114,92. Attention évidemment à ne pas lire sur une seule séance. Une journée, ça fait pas une tendance, il reste encore 8 marches. Mais si jamais vous avez qu'une chose à retenir de cette vidéo, c'est celle-là. Le pire scénario ne s'est pas produit hier. Maintenant le prix. SpaceX est valorisé 1510 milliards de dollars en bourse. La valorisation, c'est simplement la valeur de toutes ces actions additionnées. Pour situer un peu ce chiffre, prenez Berkshire Hathaway. C'est le groupe du très célèbre investisseur américain Warren Buffett. Berkshire vaut 1130 milliards de dollars. D'ailleurs, Berkshire publie ses comptes aujourd'hui même. Autrement dit, une entreprise qui perd de l'argent, eh ben elle vaut 380 milliards de dollars de plus qu'un des groupes les plus rentables de la bourse américaine. Ça veut pas dire que c'est absurde, par contre ça veut dire que le marché ne paye pas ce que SpaceX gagne, il paye ce que SpaceX pourrait devenir. Sur 12 mois, SpaceX a fait 23 milliards de dollars de chiffre d'affaires. C'est une hausse de 122%. Et elle perd 8,89 milliards. D'habitude, pour juger un prix, on regarde combien de fois l'entreprise se paye ses bénéfices. Une boîte qui par exemple paye 20 fois ses bénéfices, ça veut dire ceci. Si vous l'achetez entière, il vous faudra 20 années de bénéfices pour la rembourser. Ici, ça marche pas, il n'y a pas de bénéfices. Alors on regarde le chiffre d'affaires. SpaceX se paye 66 fois son chiffre d'affaires. Nvidia, la référence du secteur, elle se paye 21 fois, 3 fois moins cher. Sauf que Nvidia, ils ont gagné 160 milliards de dollars sur les 12 derniers mois, avec une marge nette de 63%. La marge nette, je vous rappelle, c'est ce qui reste dans votre poche une fois que tout est payé. SpaceX, sur 100 dollars de vente, elle en perd 36. Alors, est-ce que le marché achète exactement 66 fois les ventes? Non, il achète une hypothèse. Déjà que la croissance tienne ce rythme et que les pertes se transforment en profit avant que le cash s'épuise. Les analystes, eux, ils y croient. Consensus à l'achat, objectif de 232 dollars, soit 2 fois plus. Deux scénarios chiffrés. Si jamais la croissance tient et que les pertes de la partie intelligence artificielle se referment, la valorisation attendue pour l'an prochain tombe à 48 fois les bénéfices. C'est cher, mais ça se défend pour une entreprise qui double. Si elle ralentit ne serait-ce que d'un tiers, sincèrement, il n'y a plus rien pour justifier 66 fois les ventes. Et il reste 8 étapes de déblocage de vente, dont 1,3 milliard d'actions en novembre. Dans ce deuxième cas, c'est pas le marché qui fait baisser l'action. C'est les vendeurs qui arrivent au moment où plus personne n'a envie d'acheter. On termine par la question qui compte et je la poserai à chaque épisode. Le S&P 500, c'est l'indice des 500 plus grosses entreprises américaines. Mardi, il a touché un record à 7736 points. Il a pris 13% depuis janvier, porté par des bénéfices en hausse de 47% sur un an. Vous pouvez l'acheter en ligne avec des frais quasi nuls. C'est le concurrent direct de tout ce dont je viens de parler. Une action que vous achetez seule, elle doit faire mieux que ça. Sinon, c'est que vous vous êtes compliqué la vie pour rien. Et cet indice aujourd'hui, il se paye environ 30 fois ses bénéfices contre 16 dans la moyenne historique. Donc quand même le double de la normale. Alors, est-ce que SpaceX vaut mieux que l'indice? Ma réponse, elle est nuancée et je vais vous dire exactement pourquoi. Dans notre étude du 6 juillet, on avait dit qu'on ne regarderait ce dossier qu'à 3 conditions réunies. Premièrement, c'est un prix sous 135 dollars. On est à 115 dollars aujourd'hui, donc le premier effet. Deuxième trimestre publié qui confirme Starlink. Il est publié. Starlink, ils ont doublé leur abonnés et ils ont fait 1,66 milliard de bénéfices opérationnels. Donc c'est fait aussi. Et 3, c'était une première vague de déblocage absorbée par l'entreprise sans qu'elle ne brûle plus de cash. Donc hier, la vague a été absorbée, mais aujourd'hui, le cash, il part plus vite que prévu. Donc on est un peu à 2 conditions et demie sur 3 et c'est la première fois depuis l'entrée en bourse. Ce que ça veut pas dire, c'est que c'est le moment d'acheter en fermant les yeux. Il reste toujours les 8 marches d'ici le 8 décembre. Alors concrètement, qu'est-ce que moi je fais? Il y a SpaceX qui est disponible sur OKEx, alors je vais aller me placer un petit ordre limite. Donc moi ça m'intéresse à partir de 105 dollars, donc je vais acheter mon long en limite. Un ordre limite, c'est un ordre qui se déclenche que si le prix descend à la limite où vous l'avez fixé à l'avance. Si jamais il y descend jamais, il se passe rien. Vous avez rien acheté, vous avez rien payé. Maintenant, à quel prix? Notre étude du 6 juillet, elle donne une zone. La zone descend à 120 dollars est quand même extrêmement intéressante. La raison, elle est simple, c'est que plus on descend dans cette zone, moins la part que vous payez, elle repose sur des promesses. On est à 115 dollars, donc dans cette zone, mais plutôt dans la tranche haute. Moi, mon ordre limite, je le mets à 105. Et ça, c'est mon choix, c'est pas celui de l'étude. Je vous dis pas de faire pareil, je vous dis ce que je fais et pourquoi. Acheter une entreprise dont vous compreniez le métier, c'est ça de l'investissement. Maintenant, vous la connaissez et vous avez la date qui compte, c'est le 8 décembre. Et voilà, on en a fini avec SpaceX. Deux autres informations importantes cette semaine. Elles racontent exactement la même histoire que SpaceX, mais vue d'ailleurs. La première, c'est la plus discrète et la plus sérieuse. Et elle ramène au nom que je vous ai demandé de retenir tout à l'heure. On a 5 grandes banques qui cherchent à revendre 15 milliards de dollars de dettes liées à un data center. Un de ces rencarts rempli de serveurs où tourne l'intelligence artificielle. Le montage vaut le détour. Le site, il est construit au Texas et loué à Anthropic, qui construit l'assistant Claude que vous connaissez forcément. Oui, le même Anthropic qui achète du calcul à SpaceX. Sur place, il y a une centrale à gaz de 1,6 gigawatts qui est construite juste pour alimenter le bâtiment. Le financement, il est mené par Morgan Stanley. Il y a JP Morgan, la Royal Bank du Canada. Bref, vous avez compris, c'est des gros noms. Et Google garantit l'opération. Si Anthropic ne peut plus payer, c'est Google qui paye. En échange, il récupérerait environ 20% du projet. Et la nouvelle, c'est que les banques, elles veulent plus porter ce prêt. Elles cherchent à le transformer en obligation pour pouvoir la vendre au marché. Une obligation, c'est une part d'une dette qu'on vend à un investisseur. C'est l'acheteur qui porte le risque et qui du coup va toucher des intérêts. Traduisez, 5 grandes banques qui ont monté l'opération veulent en sortir. Et c'est pas un cas isolé. Il y a d'autres banques qui veulent faire pareil avec une dette de 50 milliards de dollars. Encore liée à des data centers, mais qui cette fois sont loués à Oracle. Donc pourquoi ça vous concerne, même si vous avez ni Google ni Anthropic dans votre portefeuille? Parce que cette dette, elle ne disparaît pas. Une fois transformée en obligation, elle va finir dans les fonds de pension, dans les fonds en euros et dans des produits d'épargne qui sont parfaitement classiques. Donc vous pouvez très bien être exposé à un data center texan via votre assurance vie sans jamais l'avoir demandé. Pendant des années, ces géants de la tech qui payaient leurs serveurs avec leur propre argent. Maintenant, ils empruntent. Et quand ceux qui ont emprunté veulent en sortir moins d'un an après, ça mérite quand même qu'on le note. Deuxième information, et elle donne le contrepoids. Michael Burry a publié mardi soir une note dans sa newsletter. Tu sais, c'est le gérant américain qui a parié contre les crédits immobiliers avant la crise des subprimes en 2008. C'est d'ailleurs le personnage principal du film The Big
Short, que je vous conseille d'aller voir si c'est pas le cas. Il écrit, je cite, « Je continue de penser qu'il est possible que nous soyons proches d'un sommet majeur et possiblement d'une chute de type 1987. En 1987, les marchés américains ont perdu plus de 20% en une seule séance. C'est la plus forte baisse en un seul jour de toute l'histoire. Son argument, c'est le calme lui-même. Le VIX, qui est l'indice qui mesure, on va dire, la nervosité du marché, est à 15,15, donc très bas. Quand la volatilité baisse, les fonds automatiques, ils achètent davantage. Ils achètent, ça monte, la volatilité baisse encore, ils achètent encore. À l'inverse, ça marche pareil, mais beaucoup plus vite. Il ajoute que la demande d'infrastructure sur l'intelligence artificielle, elle repose sur des montages qui sont quand même fragiles. On retombe un peu sur la news précédente. Et ce mec, il fait pas que d'écrire des textes. Il a gardé sa position vendeuse sur Nvidia, Tesla, Palantir, Micron, Caterpillar. Cela dit, oui, Burry, il a eu raison en 2008, mais il a déjà annoncé plusieurs cracks qui sont jamais venus. C'est pas non plus un oracle. En tout cas, les amis, tout ça, c'est sur meroff.com et vous avez les deux liens en description. La newsletter du matin, gratuite pour recevoir ça tous les jours, et les études complètes, comme celle qu'on vous a présentée sur SpaceX. Dernière chose importante. Rien de ce que je viens de vous dire n'est un conseil en investissement. Je vous ai donné des faits publics, sourcés à l'écran, avec ma lecture de ces faits. Mais c'est très important de bien comprendre ce que vous faites et surtout de faire vos propres recherches. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous dis à très vite.